Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du cours d'hiver 2021 du CSTC au sujet de la toiture plate et de la révision de la NIT 215. Je vais maintenant aborder la rénovation, un thème qui a été davantage développé dans la nouvelle version de la NIT 215 vu les défis actuels à ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que la rénovation? La rénovation est la réhabilitation du complexe toiture qui peut aller de la remise en état de la couche d'étanchéité à un remplacement complet du complexe pour différentes raisons. Une amélioration générale, une remise en conformité, une isolation complémentaire par exemple pour répondre aux nouvelles exigences thermiques. On conseillera toujours d'isoler complémentairement une toiture si on est amené à la rénover. La modification en une toiture terrasse, toiture jardin ou toiture destinée à recevoir une installation solaire par exemple. La modification de la destination, de l'utilisation du bâtiment, donc par exemple la modification de la classe de climat intérieur. Ça peut être une remise à neuf ou en état d'origine parce qu'on atteint la fin de la durée de vie attendue de l'étanchéité en raison d'infiltration, parce qu'on observe une dégradation, une déformation du support de toiture ou une dégradation de l'étanchéité, ou parce qu'on est confronté à une composition de toiture inacceptable, toiture froide ou toiture avec l'isolation sous la forme de pente, par exemple, que l'on doit remettre en conformité. On va donc analyser la toiture avant la rénovation et pour ce faire, la version révisée de la NIT propose une checklist non exhaustive mais qui reprend déjà pas mal d'éléments à étudier. Par exemple, la destination du bâtiment. Est-ce qu'on est confronté à un changement de classe de climat intérieur, à de nouvelles exigences acoustiques? La composition de toiture. Est-ce que la composition actuelle est une toiture froide ou une toiture dont l'isolation se situe sous le support qui est donc inacceptable? Est-ce que la résistance au vent du complexe en place est suffisante? Est-ce qu'on est conforme en termes de réglementation incendie? Quel est le type de support? Quel est son état? Est-ce qu'il peut accepter des charges supplémentaires? A-t-on une structure réalisée en pente ou la présence d'une forme de pente sur la structure? Est-ce que la pente est suffisante ou est-ce qu'elle doit être corrigée localement ou globalement? Est-ce qu'elle peut être conservée, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en bon état ou peu cohésive, humide, etc. Est-ce qu'un pare-vapeur est présent? Est-ce qu'on a une présence d'eau dans le complexe toiture? Est-ce que l'isolation est humide? Quel est son type, son état, etc. On va également examiner l'étanchéité, voir si on observe la présence d'eau dans le complexe et si elle est due à une infiltration ou à de la condensation. Quel est le type d'étanchéité, sa qualité, sa fixation? Est-ce qu'on peut la conserver? Est-ce qu'elle doit être remplacée? Est-ce que la hauteur des relevés est suffisante? Si on souhaite isoler complémentairement, est-ce qu'il est possible d'augmenter cette hauteur? Si on a une présence d'une protection de l'étanchéité, on va également examiner si elle peut être conservée ou si elle est à remplacer. Les détails de toiture seront également examinés. Est-ce qu'ils sont réalisés selon les règles de l'art? Est-ce que le système d'évacuation de l'eau est fonctionnel? Est-ce que certains accessoires sont à remplacer? Ce sera souvent le cas pour les avaloirs, par exemple. Parfois, pour compléter donc toutes ces observations, on devra réaliser des sondages pour voir les couches en présence, mais également leur état, la présence d'eau éventuelle, l'adhérence suffisante ou non des différentes couches. Le texte de la NIT aborde ensuite certains scénarios de rénovation pour des situations données. On va commencer par la rénovation énergétique. On sait que c'est important de correctement isoler les bâtiments et qu'il y a certainement beaucoup à faire dans les bâtiments existants à ce sujet. On va donc envisager la rénovation énergétique tout d'abord d'une toiture chaude. On va dans ce cas, en premier lieu, examiner si le complexe peut être conservé ou non, c'est-à-dire quel est l'état et quelle est la fixation, l'adhérence, etc. des matériaux. L'étanchéité va dans ce cas-ci devenir le pare-vapeur.
s'il n'y a pas de pare-vapeur en dessous de l'isolation ou s'il est douteux ou défectueux. On se retrouve donc dans le cas où l'isolation se trouve en partie sous le pare-vapeur et en partie au-dessus du pare-vapeur, un cas de figure que j'ai décrit précédemment dans ce cours d'hiver. On va examiner l'état de l'étanchéité et voir si des réparations locales sont nécessaires ou s'il faut appliquer une couche d'étanchéité supplémentaire. Et puis au-dessus, on va isoler complémentairement en ajoutant soit un complexe de toiture chaude, soit un complexe de toiture inversée qui donnera alors lieu à une toiture dite duo, combinaison toiture chaude, toiture inversée, et pour laquelle des vérifications supplémentaires seront nécessaires. On sait que la pente est d'autant plus importante en toiture inversée pour éviter la stagnation d'eau dans la couche supérieure d'isolation. On va donc vérifier que la pente est suffisante, mais il faudra également s'assurer que la composition de toiture peut reprendre le lestage impliqué par une toiture inversée. J'ai parlé de la hauteur de relevée, donc dans tous les cas où on doit isoler complémentairement, donc ajouter de la hauteur, relever le niveau fini d'étanchéité, il faudra bien sûr s'assurer de pouvoir réaliser une hauteur de relevée suffisante pour tous les détails, raccordements, etc. Et si ce n'est pas le cas, réfléchir à des solutions comme par exemple prévoir une couche d'isolation plus mince, donc au droit des relevés. Un second cas de rénovation énergétique est celui d'une toiture inversée. Il n'est pas possible dans ce cas d'ajouter une deuxième couche d'isolation sur la première parce que, par définition, donc la toiture inversée doit être recouverte d'une finition perméable à la vapeur, ce qui ne sera pas le cas d'une deuxième couche de polystyrène extrudé qui va empêcher l'évaporation de l'humidité éventuellement présente dans la première. On aura en plus un risque d'eau piégée entre ces deux couches et donc d'humidification excessive de l'isolation. On va donc enlever la couche d'isolation existante et la remplacer par une couche plus épaisse. Il faut donc s'assurer que la conception de toiture est bien toujours adaptée à celle d'une toiture inversée, c'est-à-dire voir si la pente est suffisante, la contrôler après avoir enlevé l'isolation existante, également voir si la résistance thermique du support de toiture est bien suffisante également. Si maintenant les exigences énergétiques sont strictes et qu'il n'est pas possible de les atteindre avec une seule couche d'isolation, ce qu'on pourra faire, c'est enlever donc la couche d'isolation et appliquer un nouveau complexe de toiture chaude. Dans ce cas-là, l'étanchéité existante sous la couche initiale de polystyrène extrudé deviendra le pare-vapeur de la nouvelle toiture chaude. On pourra également réaliser une toiture duo, combinaison entre une toiture chaude et une toiture inversée. On pourra même dans ce cas-là envisager pour la partie toiture inversée de réutiliser les panneaux XPS de la toiture initiale si leur état le permet. On va maintenant aborder le cas d'une rénovation énergétique de toiture froide. On est donc dans le cas d'une toiture techniquement inacceptable qui doit être convertie en une composition acceptable, c'est-à-dire une toiture chaude. On va d'abord obturer les ouvertures qui ont été réalisées initialement donc pour permettre une ventilation par l'air extérieur, mais dont on a pu montrer que ça ne fonctionnait pas correctement. Et puis, on va ajouter une isolation au-dessus du support selon le principe d'une toiture chaude. Si on était confronté à un problème de condensation, on va dans tous les cas améliorer la situation par la pose de cette isolation supplémentaire. Toutefois, il faudra examiner l'état du support, voir s'il est trop humide ou endommagé et si on doit le remplacer ou s'il peut être conservé. On va également examiner l'état de l'isolation. Si son état ne permet pas de la conserver, on l'enlève et on se situera dans le cas d'une toiture chaude classique avec isolation uniquement au-dessus du support. Si maintenant son état permet de la garder, elle sera alors complétée pour supprimer la lame d'air et on se retrouvera dans la configuration de toiture où une partie de l'isolation se trouve au-dessus du support et une partie en dessous qu'on a déjà abordée au début de ce cours.
La particularité, la difficulté dans le cas d'une rénovation de toiture froide, c'est de réaliser la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air entre la toiture et les façades, en particulier dans le cas d'une toiture dépassante. Il faudra dans ce cas s'assurer de réaliser la continuité de l'étanchéité à l'air avec une membrane supplémentaire et ouvrir la rive de toiture pour la remplir complètement d'isolation, ce qui est relativement compliqué comme on peut le voir ici sur les photos. Voici un second scénario de rénovation qui est l'amélioration de la pente. Je commence peut-être par un petit rappel au sujet de la pente et de la stagnation d'eau, qui fait d'ailleurs l'objet d'un article du CSTC Contact publié il y a quelques années. La stagnation d'eau en toiture plate ne peut pas être complètement évitée. On doit concevoir la toiture avec une pente suffisante, c'est-à-dire 2% en partie courante et 1% dans les chéneaux. Toutefois, une certaine stagnation est acceptable dans la mesure où c'est pratiquement impossible de l'éviter complètement. Si elle reste localisée et limitée, elle peut être acceptée. Si on sait qu'à certains endroits de la toiture, une stagnation n'est pas facile à éviter, il y a également certaines possibilités qui offrent une sécurité supplémentaire et qui sont décrites dans cet article. Le premier cas de figure est celui où le complexe de toiture est conservé. Dans ce cas, on peut améliorer la pente en appliquant une couche d'isolation complémentaire avec pente intégrée. Donc on va à la fois isoler complémentairement, mais réaliser la pente supplémentaire. Donc la plupart des fabricants proposent ce type de système de panneaux d'isolation à pente intégrée qui doivent être évidemment appliqués rigoureusement en suivant un plan de calpinage pour s'assurer d'obtenir les pentes suffisantes dans toutes les directions. Alors, on est dans le cas d'une isolation complémentaire et donc d'un rehaussement du niveau fini de la toiture, ce qui implique d'adapter les rives en conséquence pour respecter la hauteur de relevé minimale qui est conseillée. On peut également réaliser certaines corrections locales dans le cas où on observe des stagnations d'eau localisées, donc pour orienter cette eau vers les avaloirs. Par exemple, au moyen de ce type de masse, donc mélange de granulats et de bitume qui permet de réaliser des corrections locales et puis de réappliquer une couche d'étanchéité, de même qu'avec des pointes de diamant qui sont donc des pièces également proposées par les fabricants d'isolation qui permettent de réaliser ces corrections de pente et puis de poser une couche supplémentaire d'étanchéité. Il faudra donc faire toujours bien attention à l'adhérence et la cohésion suffisante de ces éléments. Un second cas de figure est celui où le complexe de toiture est démonté jusqu'au support. Et dans ce cas-ci, une étanchéité provisoire sera nécessaire si on souhaite évidemment maintenir le bâtiment hors d'eau pendant les travaux. Si le support est suffisamment plan, on va donc poser cette étanchéité provisoire et puis réaliser la pente. Différentes possibilités s'offrent à nous. L'application d'une isolation à pente intégrée. Dans ce cas, l'étanchéité provisoire va devenir le pare-vapeur. Ce système présente l'avantage de ne pas impliquer l'introduction d'humidité de construction. Par contre, on est moins flexible en cas de défaut de planéité. Une seconde possibilité est celle de l'utilisation d'une forme de pente liée au ciment avec panneaux d'isolation intégrés. J'en ai parlé précédemment dans ce cours. On sait que ce système est relativement sensible aux conditions climatiques. Il faut donc s'assurer de conditions climatiques adaptées, mais surtout respecter un temps de séchage suffisant. C'est d'autant plus délicat dans le cas présent où on a la présence d'une étanchéité provisoire et donc d'une couche étanche qui ne permet pas un séchage par l'intérieur. Il faudra donc un temps de séchage très important pour s'assurer d'un séchage suffisant du système. Ça ne permettra pas forcément d'appliquer les couches supérieures en adhérence. Il faudra éventuellement fixer mécaniquement ou lester dans ce cas.
Si le support est plutôt irrégulier et n'est pas suffisamment plan pour poser directement l'étanchéité, on devra commencer par égaliser le support, également contrôler son séchage, son fléchissement éventuel, voire la présence de contrepentes, avant de réaliser les étapes décrites précédemment. Si le support présente une flèche importante, on devra bien entendu s'inquiéter de sa stabilité, voir si oui ou non on peut le conserver ou s'il doit être renforcé. Ce scénario de rénovation-amélioration de la pente fait également l'objet d'un dossier du CSTC que vous pouvez trouver parmi nos publications. Voici qui termine la troisième et dernière partie du cours d'hiver au sujet des toitures plates. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site web.